Bonjour Pauline, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Bonjour Thibaut, donc je m'appelle Pauline, je suis aujourd'hui en deuxième année de thèse. Donc moi avant ça je voulais être vétérinaire, donc j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles pour passer le concours vétérinaire. En même temps on peut passer le concours agro, donc j'ai passé aussi le concours pour toutes les écoles pour être ingénieur agronome. J'ai pas eu le concours vétérinaire, par contre j'ai été reçue à AgroSup Dijon en tant qu'ingénieur agronome fonctionnaire. Et j'ai choisi, plutôt que de redoubler ma classe préparatoire, d'accepter cette proposition qui était intéressante, même si mon plus gros rêve à la base c'était veto. Et donc ensuite j'ai passé mon diplôme d'ingénieur en agronomie et moi je préférais quand même l'écologie depuis la classe préparatoire, donc j'ai fait un double diplôme avec un master en écologie à Dijon, en même temps que mon parcours d'ingénieur. Et une fois que j'ai terminé à la fin de l'école d'ingénieur, en fait, comme j'étais fonctionnaire, on nous demande de nous positionner sur une liste de postes. Et comme on est ingénieur, on a très souvent des gens à encadrer. Et moi, j'avoue que ça me faisait un peu peur et que comme j'avais un sujet en tête de thèse, je me suis dit que plutôt que de rentrer tout de suite dans la vie professionnelle active, et puis j'avais aussi des petits problèmes de légitimité, je me disais que c'était compliqué d'arriver face à des gens à une réunion en disant bonjour, j'ai 24 ans, ça fait 30 ans que vous êtes dans la boîte, c'est moi votre nouveau chef. Je me sentais pas trop de le faire et du coup je m'étais dit bah oui, la thèse c'est une bonne solution pour faire de la recherche, comprendre mieux le monde de la recherche puisque depuis le ministère c'est important aussi de comprendre avec qui on discute et le ministère discute régulièrement avec des chercheurs. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de monter un dossier de thèse et de défendre ce dossier de thèse auprès du ministère pour qu'il me permette en fait, de faire ma thèse pendant 3 ans et qu'ensuite je retourne au ministère et pareil que je me positionne sur une liste de postes pour prendre un poste plus classique on va dire. Alors d'accord. Donc en fait tu es devenu fonctionnaire en même temps que tu as fait ton école d'ingénieur? Oui, à l'entrée. Comment ça se passe ça en fait? C'est une école particulière? Non, c'est exactement le même cursus, c'est en fait un peu comme post-bac à la fin de la classe préparatoire, quand on passe les concours, on a une liste d'écoles, de grandes écoles, on les classe. Et à AgroSup Dijon, en fait, on peut classer soit civil, soit fonctionnaire. Et je dois avouer que moi, c'est ma maman qui m'avait dit Pauline, fonctionnaire, c'est bien. D'accord. Et je lui avais dit si ça te fait plaisir, je peux le mettre, parce que de toute façon, je serai vétérinaire. Bon, le soir, on a décidé entre maman et surtout mes notes en physique-chimie. Mais du coup, je regrette pas du tout parce que je me sens tout à fait à ma place. Et donc, en fait, effectivement, on rentre fonctionnaire à l'école. D'accord. Donc, c'est le ministère qui, en fait, nous paye nos études. Et ensuite, pendant 8 ans, on doit rester au ministère de l'Agriculture. Sinon, il y a un système de remboursement, en fait, si on peut se désister avant. Et ensuite, on est fonctionnaire, donc soit on reste fonctionnaire, soit on quitte la fonction publique. D'accord. Et tu as aussi dit que tu avais un sujet de thèse en tête, et donc c'est toi qui es venu avec ton sujet de thèse. Alors ouais, au ministère, quand on veut présenter un sujet de thèse, on doit co-construire le sujet de thèse avec le laboratoire. Ils insistent beaucoup sur le fait qu'il faut que ça soit un sujet qui nous soit propre, pour pas qu'il y ait de risque d'abandon en fait, parce que eux quand même ils mettent un fort investissement sur nous, puisqu'ils nous ont déjà payé 3 années d'école d'ingénieur, ensuite ils nous payent 3 années de thèse. Pour eux, le retour sur investissement n'est pas immédiat, puisqu'en fait, ils ont un retour, entre guillemets, ils ont un retour sur investissement une fois qu'on est docteur, et que du coup, ça leur permet d'avoir des agents qui ont une bonne visibilité à l'international, par exemple. Typiquement, ils peuvent avoir des docteurs dans les instances européennes où c'est plus facile que d'avoir des ingénieurs, parce que finalement, le niveau d'ingénieur n'est pas très bien reconnu à l'international. Alors que le PhD, beaucoup plus. Alors que le PhD, beaucoup plus. Donc du coup, vraiment ce qu'ils évaluent, au-delà du sujet, donc il faut que le sujet ait un intérêt pour le ministère quand même, et au-delà du sujet, ce qu'ils évaluent, c'est vraiment la capacité du candidat à mener à bien son projet jusqu'au bout. Et donc c'est pour ça qu'ils veulent vraiment que le sujet soit propre. En fait, c'est pas comme dans un parcours classique où on postule sur des sujets, c'est vraiment, on trouve un sujet, et ensuite on le développe, on contacte les laboratoires, on leur parle de nos sujets, et ils acceptent ou non de nous accompagner. Donc c'est vraiment une démarche personnelle, c'est toi qui vas chercher le labo, qui vas chercher le sujet et tout ça. Oui. D'accord. Et alors, c'est quoi ce sujet alors? Alors le sujet, c'est sur la bactérie Xylella fastidiosa. Ça fait toujours grand effet, mais quand je dis c'est la bactérie tueuse d'olivier en Italie, tous les gens comprennent bien laquelle c'est.
Et donc moi j'ai choisi de travailler sur ce sujet parce qu'en fait en Master 1 j'ai fait un stage à l'ambassade de France à Madrid et j'ai travaillé sur cette bactérie à Madrid en fait. D'accord. D'un point de vue plutôt à l'échelle nationale en fait, comment les Espagnols géraient cette maladie, comment ils faisaient leurs tests de détection et la question à l'époque c'était bon bah voilà la bactérie arrive en Europe et en Espagne comment ça se passe et ça c'était mon maître de stage qui était en quelque sorte précurseur puisque personne ne m'avait demandé de travailler spécifiquement sur cette bactérie mais lui déjà il avait vu qu'il y avait quelque chose à faire et donc je travaillais sur cette bactérie et après je me suis dit que ça pourrait être un bon sujet de thèse. Me voilà rentrée en France, je fais un deuxième stage dans la recherche et je me dis que la recherche ça me correspond. Donc là je choisis de déposer un sujet. En fait, bah, voilà, j'ai contacté les laboratoires, je suis allée sur internet, j'ai regardé qui travaillait sur Xylella fastidiosa, j'ai contacté les laboratoires, il y en a un qui travaille vraiment en bactériologie et finalement moi ça m'intéressait moins. Il y avait du coup mon UMR où je suis qui travaille plutôt sur les insectes vecteurs. Donc là, il y avait de l'écologie, donc pour moi c'était plus dans mon cursus. Et il y avait de la modélisation à Avignon, donc là c'était pareil, un peu hors champ de mes compétences. D'accord. Et par contre, moi j'avais dit, je veux vraiment faire de la sociologie. Donc directement, quand j'ai discuté avec mon futur directeur de thèse, je lui ai envoyé une lettre de motivation, un CV, et je lui ai bien dit, moi je veux co-construire un sujet, mais par contre je veux qu'il y ait de la sociologie, je veux qu'il y ait un lien avec les agriculteurs, et je veux que cette recherche, en fait, aille de la recherche appliquée jusqu'au bout de la chaîne. D'accord. Et donc il a accepté, et donc il m'a proposé de travailler avec un sociologue à Paris, avec qui connaissait déjà. Donc ça c'était bien, ça facilitait grandement la bidisciplinarité du sujet. Sinon ça me demandait de trouver deux chercheurs, enfin deux encadrants de thèse, de en plus les rassembler et qu'ils puissent communiquer. Là comme mes encadrants se connaissent tous, ça a facilité grandement La communication. la communication, le départ du sujet, la co-construction et puis aujourd'hui encore l'avancée du projet. Et donc, ton directeur de thèse actuel, c'est quoi le laboratoire aussi? Le CBGP, du coup, Centre de biologie pour la gestion des populations, donc c'est INRAE. Et mon deuxième laboratoire, c'est le LISIS, le laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société. Et c'est aussi INRAE. Donc c'est deux UMR INRAE et qui ont l'habitude de travailler ensemble sur des métaprogrammes et qui vont probablement retravailler ensemble suite à ma thèse. D'accord. Donc tu travailles sur les vecteurs de la bactérie qui posent des problèmes au niveau notamment des oliviers en Italie. Mais tu as commencé à travailler là-dessus à Madrid, en Espagne. Exactement. D'accord. Et plus précisément, tu cherches à comprendre quoi en fait? Alors, en écologie, l'objectif c'est de comprendre les réseaux d'interaction, donc de comprendre les insectes vecteurs. Donc les insectes vecteurs avérés de la bactérie, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un seul. Et les insectes vecteurs potentiels, puisque tous les insectes vecteurs piqueurs, suceurs de sève brute sont potentiellement des insectes qui vont transmettre la bactérie qui se trouve dans la sève brute des plantes. C'est quoi comme type d'insecte? C'est des tout petits insectes. Donc celui qui est avéré, qui est très connu dans le milieu c'est Philaenus plumarius, c'est le cercope des prés. Et on le reconnaît très facilement au printemps, il fait des petites baves blanches. Ça fait des amas spumeux en fait sur les plantes. D'accord. Et donc typiquement sur le cyste de Montpellier encore, ça se voit très bien. Et donc l'objectif c'est de voir en fait ces insectes où est-ce qu'ils vivent pour ensuite identifier dans quelle culture ils pourraient transmettre la bactérie, puisque c'est une bactérie qui en fait peut toucher beaucoup de cultures selon la sous-espèce, parce qu'il y a aussi plusieurs sous-espèces qui touchent du coup différentes cultures. Et moi je travaille plutôt sur vigne. D'accord. Et donc du coup dans les milieux adjacents à la vigne, puisque en France métropolitaine, le plus gros secteur qui risquerait d'être impacté par cette bactérie, c'est le vignoble français. D'accord. Qui est un secteur, le plus gros secteur agricole français, je crois. Surtout dans la région de Montpellier et de l'Occitanie, qui a des plus gros vignobles. Montpellier et Bordeaux. Je travaille à Bordeaux aussi, donc Bordeaux c'est économiquement. Oui, très important. Très important. Très bien. Et l'aspect sociologique, il intervient comment? Du coup, l'aspect sociologique, l'objectif c'est de voir comment les productions scientifiques sont produites. Donc en fait, je fais de l'observation participante, c'est-à-dire qu'à la fois en écologie, je vais produire des connaissances, donc étudier les réseaux, et à la fois j'essaie, parce que c'est pas encore
une réussite à 100%, mais j'essaie de m'extraire de ce que je fais pour regarder ce que je fais d'un point de vue sociologique et de voir en fait comment sont construites les connaissances. C'est-à-dire, typiquement, ben, un protocole, on ne va pas prendre un protocole, l'appliquer. Le protocole, il va être modifié par qui, comment, pourquoi on fait ça et pas ça, pourquoi tel chercheur il dit ben, plutôt il vaut mieux construire tel fichier comme ça pour que ça ait un sens. Et donc ça permet de comprendre finement comment les connaissances sont produites. Et ensuite, j'étudie comment elles sont utilisées. Donc une fois que je vois vraiment comment les connaissances sont produites et qu'est-ce qui impacte cette production de connaissances, parce que finalement, on pourrait croire que c'est un chercheur qui produit des connaissances dans son labo, mais pas du tout, puisqu'un chercheur, en fait, finalement, des fois on lui dit ça vient de plus haut, et c'est d'autres gens qui lui disent il faut travailler là-dessus. Parce que cette bactérie arrive ou parce que ça représente une menace. Donc c'est pas forcément le chercheur qui est à l'initiative de la recherche. Et ensuite l'objectif, c'est de voir tous les résultats de la recherche, comment ils sont utilisés. Donc toute l'infrastructure de connaissances. Et pour ça, j'étudie, donc pour la bactérie, il y a une plateforme qui existe, la plateforme ESV d'épidémiosurveillance, qui est une collaboration entre le ministère, l'INRAE et l'ANSES. D'accord. Donc j'étudie qu'est-ce qui se passe au niveau de cette plateforme. Ensuite, j'essaie d'étudier qu'est-ce qui se passe au niveau du ministère. Donc comment les informations scientifiques sont récupérées pour être retransmises aux viticulteurs et aux agriculteurs potentiellement concernés par la bactérie, pour leur permettre de faire face à ce qui peut s'apparenter à une menace, typiquement en Corse, ce qui s'apparente à une menace, mais pas forcément. Et donc moi, le but, c'est vraiment de voir le rôle du ministère et de voir les viticulteurs un petit peu comment eux ils voient le problème. D'accord. Si j'essaie de résumer, en fait, tu vas étudier comment la connaissance, depuis le tout début, comment elle va être générée, voire financée, puisque tu parlais du pilotage, jusqu'à comment elle va être appliquée par les vignerons dans les vignes, en fait. Tu essaies de couvrir tout le flux d'informations, en fait. Ouais, c'est l'objectif. Et vraiment, l'objectif, c'est de voir est-ce que l'information déjà va jusqu'au vigneron. Parce que moi, je suis issue d'une famille d'agriculteurs, donc ça a peut-être joué dans l'aspect sociologique de la thèse. Et je me suis vraiment dit, il se passe des trucs chouettes à l'INRA à l'époque, puisqu'à l'époque, en école d'ingé, c'était encore l'INRA. Il se passe vraiment des trucs chouettes et de la recherche, mais finalement, à quel moment ça retourne vraiment aux agriculteurs? Parce que moi, j'avais eu l'impression que mes parents, ils appliquaient des méthodes, mais qu'à aucun moment, on leur disait, bon, bah, ça fait 20 ans qu'on a fait une recherche là-dessus, peut-être que vous pourriez essayer ça. D'accord. Et j'avais pas l'impression que le flux d'informations était complet. J'ai l'impression que ça ressemble pas mal à tout ce qu'on va appeler la science participative, qui est co-construite avec les agriculteurs, mais j'ai l'impression que là, c'est quand même pas exactement la même chose que là. Ça passe plutôt du ministère jusqu'aux agriculteurs et pas des agriculteurs, l'aller-retour agriculteur-chercheur. J'ai bien compris ou... Ouais, c'est pas vraiment de la science participative parce que on va pas demander aux viticulteurs de faire quelque chose en plus. D'accord. Finalement. Moi, alors je sais pas ce que tu mets derrière la définition de science participative, mais moi je le vois comme typiquement des gens qui vont faire des comptages d'oiseaux sur une période de migration par exemple. Donc là, on demande vraiment aux gens de faire de la science. Alors, je vais même un pas plus loin. Pour moi, on parle de science participative quand les acteurs de terrain co-construisent les questions scientifiques avec les chercheurs. C'est-à-dire, par exemple, dans ton cas, on pourrait dire bah, un vigneron est venu te voir avec bon, bah, j'ai vu qu'il y avait ce problème, moi ça ne me touche pas encore, mais ça a touché un voisin, est-ce que vous avez des réponses? Et toi, imaginons que tu n'en aies pas, tu dis non, mais on peut chercher ensemble. Voilà. Moi, je vais jusque-là en fait. Donc, toi, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça, non, mais c'est un peu l'objectif final de ma thèse, au-delà des connaissances qui seront produites, c'est un peu de se dire, voilà quoi, comment la recherche discute avec les différentes instances et comment on peut faire pour que ça discute mieux, puisque l'objectif c'est quand même que ça discute mieux et que ça aille plus vite peut-être. D'accord, oui, qu'en fait on va aller plus vite des connaissances scientifiques à l'application sur le terrain. Et donc, je trouve ça très intéressant parce que c'est assez rare d'avoir un doctorant, notamment, qui a deux casquettes aussi différentes, parce que j'ai l'impression que le temps des manips et la façon de travailler en sociologie et en écologie, c'est pas du tout les mêmes. Toi, tu arrives à gérer les deux à la fois, tu vois vraiment des différences ou en fait c'est semblable?
Alors, moi, il y a quand même, c'est majeur écologie, mineur sociologie. D'accord. D'abord pour répondre aux exigences de l'école doctorale, parce que enfin, sinon, Ouais. si ça avait été 50-50, ça aurait été très difficile de se placer. Et en plus, très honnêtement, si ça avait été 50-50, j'aurais dû exceller, si je peux le dire comme ça, Oui. en écologie et en sociologie. Et moi, j'ai quand même plus une casquette d'écologue que de sociologue. Donc dès le départ, on a dit c'est plutôt 60-70 pour l'écologie et 30-40% pour la sociologie. Néanmoins, c'est pas du tout la même façon de fonctionner. Ça D'accord. n'a rien à voir. Donc du coup, je suis intégrée au sein des doctorants à la fois à Montpellier et à la fois à Paris. Et vraiment, même les doctorants entre eux ne travaillent pas du tout de la même façon. Par exemple, à Montpellier, on a un journal club, mais c'est pas forcément l'endroit où il y a le plus d'échanges. On va très souvent manger ensemble le midi et du coup échanger sur un tas de choses, scientifiques ou non. Alors qu'en sociologie, bah, les étudiants sont beaucoup moins obligés d'aller au laboratoire, puisque D'accord. finalement la sociologie, c'est soit on est sur le terrain pour mener des entretiens et des enquêtes, soit tout le travail peut être fait depuis son ordinateur, puisqu'il y a les analyses d'entretien, les retranscriptions, etc. Et donc eux, ils ont un journal club fixé, daté, qui saute jamais, et qui est très vivant et où tout le monde participe. Et finalement, eux, c'est plutôt ça leur point de rendez-vous que la D'accord. pause du midi. Et donc, c'est un fonctionnement qui n'a rien à voir. Typiquement, en journal club, en sociologie, par exemple, on s'échange des chapitres de thèse, ou des plans de thèse, ou des préparations d'articles, ce qui se fait pas du tout en sciences dures. Oui. Enfin, je veux dire, au CBGP, en écologie, tous les gens qui ont rédigé leur thèse, déjà, ils l'ont rédigé beaucoup plus vite, puisqu'en en sciences dures, c'est 3 ans non extensibles, en sociologie, c'est plus facilement extensible. D'accord. Et c'est plus facilement des thèses longues. Et donc ils prennent beaucoup plus le temps d'écrire leur thèse, de s'échanger les... On appelle ça des ficelles de thèse, donc des petits coups de pouce. Ah, moi je vais regarder ton plan parce que... Et pas forcément sur le fond, parce qu'ils font des choses très différentes, D'accord. mais plutôt sur la forme. Les titres, comment ça s'enchaîne, etc. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai l'impression que ce que tu décris là comme différence, ça rentre totalement même dans le sujet de ton projet de recherche qui est de comprendre comment la connaissance est générée en fait. Donc en fait, à la fois tu l'étudies et tu le vis quoi. Oui, exactement. D'accord. Observation participante, poussée un peu à l'extrême, parce qu'en général en sociologie, l'observation participante, c'est bah, si on s'intéresse à une structure, pendant un mois, on va être dans la structure, mais on n'aura pas, enfin, ça va être plus compliqué de vraiment occuper un poste en fait dans cette structure puisqu'ils ne peuvent pas donner une mission ou une charge de travail. Donc c'est plutôt on va observer tous les gens, etc. Là, moi, vraiment, à la Ouais. fois je produis les connaissances et à la fois il faut que j'arrive à en tirer quelque chose d'un point de vue sociologique. Ça ne doit pas être évident d'arriver à prendre le recul sur tes propres pratiques pour les étudier d'un point de vue, bah, justement, pourquoi tu fais les choses, comment tu fais les choses, puisque tu es dedans en train de les faire. Quoi. Et t'arrives à... Comment tu gères ça en fait? Comment tu prends ce recul-là? Alors c'est pas évident. Moi vraiment ce qui me facilite la vie c'est de monter à Paris. Ouais. C'est que, bon là c'est plus compliqué avec l'enchaînement des confinements, mais c'est que je sais que quand je suis dans le TGV et quand je vais une semaine à Paris dans mon laboratoire en sociologie, je fais de la sociologie. Alors que si je suis au bureau à Montpellier, même si je me dis bon bah, cet après-midi je vais travailler en socio, je vais regarder ça, c'est toujours plus compliqué. Il y a toujours un collègue qui frappe à la porte et qui me dit ah j'ai perdu un tube au labo. Donc du coup ça me décale un peu de mes objectifs sociaux. Donc moi vraiment ce que je fais quand je veux faire de la sociologie, c'est soit je la fais depuis Paris, soit je la fais depuis un endroit un peu plus neutre. Oui. Depuis chez mes parents, par exemple, aussi, je travaille beaucoup parce que du coup, ça me permet d'être sortie de Montpellier et de l'écologie, quoi. D'accord. Oui, bon, ouais. Physiquement, tu prends du recul physiquement pour aller prendre du recul scientifiquement. Exactement. Non, mais c'est très intéressant. Et donc, tu mènes, dans les entretiens, donc tu fais passer des entretiens aux différents chercheurs que tu fréquentes, aussi pour comprendre comment ils travaillent, ou c'est vraiment de l'observation Alors, je vais faire passer des entretiens D'accord. aux chercheurs que je rencontre. L'objectif, ce que j'aimerais en tout cas, c'est de ne pas me concentrer que sur le CBGP, là où je travaille, mais c'est aussi de voir de façon plus rapide, hein, puisqu'évidemment, je ne vais pas pouvoir faire 3 thèses dans 3 laboratoires différents, mais de façon plus rapide de voir aussi dans les autres laboratoires comment ils travaillent. Par exemple en bactériologie ou en modélisation ou à l'ANSES aussi.
puisque c'est pas le même institut et ils n'ont pas forcément exactement les mêmes objectifs et du coup ils ont pas exactement les mêmes, ils produisent pas exactement les mêmes connaissances et pas forcément à partir des mêmes données, etc. Donc le but, ça serait qu'une fois que j'ai vraiment bien compris comment analyser les processus de production de connaissances au CBGP, puisque j'y suis, c'est d'aller voir un peu ailleurs et effectivement d'interviewer d'autres chercheurs, même d'autres techniciens et d'autres ingénieurs, pour voir eux comment ils travaillent. C'est une question que je trouve hyper intéressante et qui est aussi à la base de ces interviews. C'est parce que c'est une vraie question de savoir, pour moi aussi, comment les chercheurs produisent de la connaissance, les transmettent, et voilà. Et en fait, il y a une question que je me pose, moi, c'est comment les structures au sein d'un laboratoire, par exemple un comité de direction, un conseil scientifique ou des choses comme ça, vont en fait agir sur la production de connaissances. Est-ce que tu sais si toi, il y a des gens qui ont travaillé spécifiquement sur ces questions-là dans des études de sociologie sur comment les structures des laboratoires influencent la production de connaissances? Il y a déjà des travaux comme ça ou c'est une des premières fois ce que tu fais? Je pense qu'il y a déjà eu des travaux comme ça. Honnêtement, là, j'ai pas d'exemple et de D'accord. référence en tête. Mais oui, oui, je pense qu'il y a déjà eu des travaux comme ça et que ça existe. Et c'est vrai que moi, j'aimerais vraiment voir l'impact, si j'y arrive, de comment la production de connaissances sur ces îles-là a commencé en France. Oui. Et les premières ficelles que j'en ai, c'est que c'est INRAE qui a cherché des laboratoires qui étaient en capacité de travailler sur cette bactérie et qui a spécifiquement demandé aux chercheurs de travailler sur la bactérie. Merci d'avoir parlé de tout ça. Maintenant, j'aimerais te poser des questions un peu plus personnelles, et je pose à peu près toujours les mêmes. La première, c'est est-ce que tu as une source de fierté, quelque chose que tu as accompli, ou tu es plutôt fier de toi? Je ne sais pas si on peut parler de source de fierté. En tout cas, je suis heureuse d'avoir pu proposer un sujet de thèse bidisciplinaire. Pour moi, un vrai sujet de thèse bidisciplinaire, parce que beaucoup de gens parlent de bidisciplinarité quand c'est des disciplines assez proches. Moi, j'avais vraiment envie de faire communiquer deux mondes différents, parce que clairement, un sociologue et un écologue utilisent les mêmes mots, mais ils n'arrivent quand même pas à se comprendre. Et donc, je suis vraiment heureuse que ça a été bien accepté d'abord par mes encadrants de thèse, et ensuite que ça ait pu être accepté au ministère lorsque j'ai défendu mon dossier, puisque ça permet aujourd'hui de monter un projet que je trouve sympa et qui, j'espère, débouchera sur d'autres collaborations entre sociologues et sciences dures, si on peut le dire comme ça. Et ça me fait penser, toi, par la suite, tu comptes continuer un peu dans le monde de la recherche ou devenir fonctionnaire du ministère de l'Agriculture? Bah, moi, je suis déjà fonctionnaire Oui, du c'est ministère de l'Agriculture et du coup, j'ai pas le choix. En fait, ils nous permettent de faire une thèse, mais l'objectif, c'est pas du tout de continuer sur un postdoc et de devenir chercheur. D'accord. Bon, si vraiment je leur annonçais que c'était ma plus grande passion, je pense ils me l'autoriseraient et il y aurait des dérogations, etc. Mais l'objectif là, c'est vraiment. En fait, moi je dis toujours que je suis en thèse, mais je suis en FCPR, formation complémentaire par la recherche. Donc l'objectif, c'est vraiment que je me forme, que j'apprenne à comprendre le monde de la recherche, pour ensuite retourner au ministère et vraiment pouvoir faire communiquer en fait ces deux mondes. Et donc non, je continuerai pas dans la recherche à proprement dite. Après, c'est vrai que j'aimerais quand même garder un lien avec la recherche. Là, typiquement, par exemple, j'ai des collègues du ministère qui travaillent sur la plateforme d'épidémiosurveillance, qui du coup sont du ministère, travaillent pour le ministère, mais ont un lien avec les chercheurs en fait. Et donc potentiellement, j'aimerais faire ça sur d'autres sujets ou d'autres thématiques. D'accord. Et le pendant de la source de fierté, on va dire, c'est une erreur, un échec, quelque chose qui a été dur à vivre pour toi? Bah, j'ai loupé le concours veto. D'accord. Ça a été très dur hein, parce que moi j'en parlais depuis que j'étais toute petite. Enfin, dès que le vétérinaire était chez mes parents, j'étais là, je regardais, j'écoutais. Donc sur le coup, ça a été très compliqué. Mais finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce qu'aujourd'hui, je m'épanouis dans ce que je fais, et, j'adore ce que je fais. Et le gros avantage de mon métier par rapport à un métier vétérinaire, c'est que je peux avoir plein de casquettes. Et ça se vérifie aujourd'hui puisque je suis en thèse en écologie, en sociologie, que demain, je prendrai un poste au ministère. Et que des postes au ministère, il y en a des centaines de diverses et variées à toute échelle. Je peux travailler à l'Europe, en ambassade de France dans n'importe quel pays. Je peux aussi travailler en draft, donc en direction régionale de l'alimentation, ou en DDT, ce qui est la même chose à l'échelle du territoire. Et du D'accord. coup sur des problématiques différentes. Et ça permet ça
un peu de changer de métier sans changer de métier. Non, mais c'est très bien. Donc en fait, c'est un échec et une réussite. C'est un échec que j'ai accepté et qui se passe plutôt bien, ouais. Bon, bah c'est bien, c'est très positif. Enfin, est-ce que tu aurais une recommandation, un film, une série, quelque chose que tu aimerais partager avec nous? Bon, c'est pas une recommandation parce que j'ai pas encore lu le livre, mais c'est mon cadeau de Noël, alors D'accord. je vais le partager avec vous parce qu'il m'a été chaudement recommandé par plein de gens. C'est un livre d'Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde. D'accord. C'est un ouvrage sociologique, mais qui se lit très facilement. Donc j'ai hâte de le lire. Et l'avantage que ça a, c'est que tout le monde peut le lire en fait. C'est pas quelque chose qui est destiné aux chercheurs. Et donc je trouve ça très sympa de faire des bouquins de sciences destinés au plus grand nombre, qui soient lus par des... Et il va parler de quoi? Il parle de la production de connaissances. D'accord. En fait, elle parle vraiment d'un champignon qui est produit et elle regarde en fait, il me semble, ce champignon, toute l'histoire en fait, où est-ce qu'il est produit, comment il est produit, par qui il est utilisé et l'histoire de ce champignon. D'accord, très bien. Et pour terminer, si des gens qui voient cette vidéo ont envie de te contacter pour discuter avec toi, c'est quoi la façon la plus efficace? Le mail institutionnel INRAE D'accord. et sinon, dans très longtemps, le mail institutionnel ministère de l'Agriculture. D'accord. Très Et bien. sinon, un commentaire sous la vidéo. D'accord. Et ben, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Merci à toi.